Bienvenue à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Karine. Je suis une des coprésidentes de l'association ADN Women et je suis très, très heureuse de co-modérer ce soir avec Aurélie Donx, qui est l'autre coprésidente et qui est aussi ma collègue et amie. Voilà, et vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup de prendre le temps. C'est vrai qu'on est dans un moment où quand même on a un peu de Zoom fatigue. Alors, on va tâcher de garder cette session rythmée et interactive. Donc, n'hésitez pas à vous servir du chat tout au long du webinaire. C'est vraiment important pour vous, à la fois pour réagir, poser des questions, des réactions. On aura de toute façon un moment de Q&A à la fin. Moi, ce que je voudrais dire en ouverture, au nom de l'association ADN Women, c'est qu'il n'y a pas eu de meilleur moment pour négocier que maintenant. Et vraiment, c'est important et c'est pour ça qu'on continue à organiser ces webinaires pour qu'en tant que femmes, individuellement et collectivement, on soit à la table des négociations. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que on arrive dans un moment alors, de transition, les situations sont différentes selon les pays, mais bon, on est quand même dans un moment où on voit un peu la sortie du tunnel et on voit le monde d'après-Covid. Et moi, je trouve que là, il faut se rappeler que la contribution des femmes pendant le Covid a été absolument exceptionnelle. Exceptionnelle, mais qu'on a aussi payé le prix fort en tant que groupe socio-économique. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut qu'on soit à la table des négociations. Il faut qu'on construise la vie d'après pour nos carrières, je veux dire, collectivement pour la société. C'est hyper important et je fais vraiment le vœu que ce séminaire nous équipe toutes pour qu'on puisse vraiment faire entendre notre voix. Alors, bien sûr, les voix sont diverses et c'est pour ça qu'on essaye toujours on a toujours des intervenantes et des invités qui sont extrêmement différentes et ça sera le cas ce soir encore. Nous accueillerons donc Louzine Merabi et Aude Pichot qui ont en commun, elles sont différentes encore une fois, mais elles ont en commun d'être dans des environnements très exigeants, avec des réputations de négociation très dures, et puis elles ont aussi en commun d'être deux femmes absolument fascinantes et captivantes. Voilà, on reviendra sur leur bio un petit peu plus dans le détail. Aurélie, je te passe la main. Merci Karine. Alors effectivement, peut-être quelques mots complémentaires sur ADN Women. Comme vous avez pu l'entendre dans les mots de Karine, on est vraiment, une association et deux, dans une démarche militante. C'est important pour nous de partager à la fois nos constats et nos convictions. Notre constat, c'est très simple, c'est que les inégalités sont nombreuses, qu'il faut changer le système et que heureusement, il évolue. On a récemment eu encore un débat sur les quotas dans les comités exécutifs en France, donc on voit que les choses progressent. Et pour autant, on sait que l'école, le système dans lequel on évolue aujourd'hui sont encore défavorables aux femmes. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous donner des techniques, des outils pour oser négocier et savoir négocier. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire au sein de cette association ADN Women via les podcasts, dont a parlé Julie, et via les webinaires ce soir. Donc, peut-être un petit mot aussi sur ADN Group qui nous soutient et dont on a aussi une représentante experte ici ce soir. Donc, ADN Group, c'est vraiment un organisme de négociateurs professionnels qui accompagne à la fois des organisations, des entreprises pour résoudre des situations complexes et qui aussi organise des formations. Et voilà, il y a un autre point commun de toutes les femmes ici présentes à l'écran, c'est qu'elles ont eu un lien avec ADN Women et elles sont toutes expertes en négociation. Donc, ce soir, on a un vrai panel d'expertes et à côté de nos deux invités qui vont échanger avec nous dans quelques minutes. Donc, on a la chance d'avoir Sylvia Bravard-Meunier qui est donc vraiment notre experte habituelle dans les webinaires et qui est celle qui, en live, essaye de décrypter, de tirer les fils des parcours et des exemples de négociation pour nous donner des clés. Et qu'on ressorte tous et toutes avec un peu plus de professionnalisme en négociation. Donc, merci par avance, Sylvia. Et Julie Crozillac, qui est la grande prêtresse organisatrice à la fois des podcasts, des webinaires et de tout ce que l'on fait chez ADN Women et qui a été aussi à l'origine de cette association et qui préside un autre bébé ADN qui est ADN Kids, avec aussi des conférences qui sont organisées et qui sont très intéressantes pour ceux qui sont concernés par le sujet de la parentalité. Voilà. Donc, voilà pour la petite équipe. Donc, on est ensemble 1 heure et je vous propose que l'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que l'on laisse vraiment nos invités témoigner. On va commencer avec Aude Pichot
qui est avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup, Aude. Alors, on est désolé, on ne peut pas te voir à l'écran ce soir pour des soucis techniques, mais merci beaucoup d'avoir pu quand même être avec nous. Je te laisse peut-être dire un mot. Oui, bah déjà, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je suis désolée de ne pas vous voir, mais j'espère que vous m'entendez bien en tout cas et que du coup, la séance pourra être enregistrée pour le podcast. Donc moi, j'ai 20 ans d'expérience en grande distribution, donc j'ai toujours été passionnée par l'univers de la grande consommation, les grandes marques, mais aussi le développement de mes équipes. Et je dirais que ce qui type mon parcours, c'est d'avoir évolué dans un univers qui est très masculin et très compétitif, puisqu'en grande distribution, quand je regarde autour de moi, les directeurs des achats sont des directeurs. Je crois qu'il y a une seule directrice aujourd'hui en place. Et il y a très peu de directrices commerciales également dans les grandes entreprises. Bon, merci beaucoup, Aude. On va effectivement, tu vas nous raconter un peu cet univers-là. Mais peut-être avant de parler de ton expérience, je voulais qu'on puisse t'écouter sur ton parcours et sur peut-être ta vocation, ou en tout cas, comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui. Voilà, j'ai compris que tu n'étais pas forcément destinée toute petite, que tes parents ne te rêvaient pas forcément comme directrice commerciale. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée là et peut-être aussi les défis que tu as dû relever? Je trouve que c'est toujours aussi intéressant de partager sur ces projections de carrière. Alors, en fait, il se trouve que j'ai toujours baigné dans un univers commercial dans mon enfance, puisque j'avais des parents et des grands-parents qui étaient dans le commerce. Mais en effet, je vous raconterai que ma maman ne me projetait absolument pas sur ce type de parcours-là. Et que par ailleurs, j'ai du coup acquis un goût du challenge et de la compétition plutôt via le sport, en pratiquant du basket. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi, en particulier lors du démarrage de ma carrière, parce que j'ai énormément manqué de confiance en moi. D'abord parce que je n'avais pas fait la bonne école de commerce. J'ai un parcours universitaire et c'est vrai que ce n'est pas courant dans le secteur. Et du coup, je n'étais pas complètement à l'aise, je n'osais pas trop intervenir ou me mettre en avant dans certaines réunions. Et il faut dire que j'ai été quelquefois traumatisée par des expériences avec du management masculin pas très bienveillant, voire même un peu misogyne. Juste un exemple à vous raconter. Donc moi, j'ai commencé ma carrière sur le terrain en tant que chef de secteur, donc c'est commercial dans les magasins pour le groupe Bell. Et ensuite, j'ai évolué au siège. Et lors du coup de la première évolution, je participais à la réunion des managers commerciaux, qui étaient d'ailleurs à l'époque tous des hommes, du coup dans mon nouveau rôle de siège. Et du coup, lors de mon arrivée, il y a un de ces managers-là qui a fait la remarque, qui a dit mais pourquoi on a invité la commerciale terrain à notre réunion, alors qu'il savait très bien que j'avais été nommée dans mon nouveau rôle. Donc voilà, c'est des expériences qui peuvent être un peu traumatisantes au démarrage, en tout cas qui ne favorisent pas la confiance en soi. Mais pour être plus positive, ce qui m'a toujours aidée, c'est d'avoir dans mes entreprises des rôles modèles féminins, des femmes leaders avec lesquelles j'ai travaillé. Et c'était en les observant, en analysant ce qui faisait d'elles des leaders, que j'ai pu du coup me développer. Et ces femmes-là, elles ont cru en moi et elles m'ont souvent aidée en me poussant, mais aussi en me partageant leurs bonnes pratiques. Et je trouve que pour ça, c'est super d'avoir ADN Women parce qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur nos réseaux féminins pour pouvoir progresser. Merci Aude, je pense que c'est intéressant parce que tu parles de manque de confiance, tu dis j'avais pas fait les bonnes études, on me prédestinait pas du tout à avoir une carrière en grande entreprise, puisque tu l'as pas dit, mais en gros on t'encourageait vivement à avoir une vie familiale très riche, mais assez peu une carrière professionnelle. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous dire à partir de quand ou quels ont été les premiers rôles modèles que tu as eus et qu'est-ce qui t'a donné la force finalement de poursuivre ta carrière et d'évoluer là où tu es arrivée aujourd'hui? Les rôles modèles, en fait, j'en ai eu plusieurs et c'est vraiment des femmes qui savaient oser, c'est-à-dire qui savaient assumer leurs différences, qui m'ont marquée, c'est-à-dire qu'elles j'ai en tête une de mes mentors dans ma carrière qui, par exemple, se baladait dans les bureaux sans chaussures. On n'imagine pas des modèles d'hommes qui faisaient ce type de choses, mais pourtant, elle assumait cela et en fait, voilà, c'était super. Elle montrait vraiment la voie. Et après, du coup, dans mon enfance, j'ai un personnage en particulier qui m'a vraiment aidée, qui était mon grand-père,
puisqu'en fait, il a eu une vie extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il a eu des accidents de parcours importants. Il a perdu un bras alors qu'il avait 18 ans, il voulait être pilote automobile. Il a perdu sa femme avec 3 enfants bas âge quand il avait 25 ans. Il a fait faillite. Et en fait, il m'a toujours montré qu'en positivant et en construisant sur justement les difficultés et en transformant ces difficultés en opportunités, et ben, c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment laissé, ce qui m'a aidé dans mon parcours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce courage et cette détermination et cette résilience dans l'univers dans lequel j'évolue. Je pense que c'est quelque chose qui nous a toutes marquées hein, quand on a préparé ensemble. C'est effectivement cette détermination que tu exprimes avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Et en même temps, voilà, cette force qui a fait que tu as progressé. Et notamment dans un univers, tu l'évoquais, hein, qui est quand même pas très simple. En tout cas, c'est connu, hein, l'univers de la grande consommation et en particulier les négos avec les grands distributeurs sont connus pour être, je vois Sylvia qui acquiesce, puisqu'elle a aussi cette expérience, pour être un des univers les plus durs à la négo et sans doute les plus durs aux femmes aussi. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, qu'est-ce que tu as négocié dans ta carrière, avec qui, quelle partie prenante, voilà, qu'est-ce qu'on négocie quand on est directrice commerciale dans la grande conso, ouais. Et peut-être ensuite qu'on vienne sur un exemple de situation de négo un peu complexe. D'accord. Alors, juste pour vous donner une vision de cet univers de la grande distribution en France, c'est vraiment une école reconnue, une école de distribution reconnue, puisqu'en fait, c'est un secteur d'activité qui est très concentré. Aujourd'hui, il y a seulement 4 centrales d'achat qui font tout le business. C'est-à-dire que pour moi, un de mes clients, ma négo, c'est 25% de mon business. Alors que pour lui, moi, je représente maximum 3% de son chiffre d'affaires. Donc, le rapport de force est vraiment très déséquilibré. Et en plus, il y a beaucoup de compétition entre toutes ces enseignes qui défendent vraiment leur part de marché autour des prix bas et donc qui refusent systématiquement de négocier des hausses de tarifs. Et en top de ça, il y a des mauvaises pratiques commerciales chez les distributeurs avec des profils d'acheteurs qui sont souvent complexes et qui n'hésitent pas à utiliser, par exemple, des menaces du type si vous n'accédez pas à ma demande Madame Pichot, je vous envoie une lettre de déréférencement, ou d'être agressif, ou d'être de mauvaise foi. Donc, cette année, j'ai eu le droit à Madame Pichot, vos équipes ne comprennent vraiment rien, donc il me faut les changer. Hein, donc, je les interdis d'accès à la centrale. Voilà, donc c'est ce type de contexte qui voilà. Et comment on fait du coup face à ça, face à ce type de menaces alors, la clé principale, mais Sylvia vous en parlera mieux que moi, c'est d'être préparé hein, pour pouvoir dégainer tout un tas de recettes. Mais moi, souvent, ce que j'utilise, c'est l'humour. Hein. Par exemple, sur l'exemple de l'acheteur qui me disait j'interdis l'accès à la centrale à vos négociateurs. Moi, je lui ai répondu avec humour écoutez, ça va être compliqué pour vous parce que c'est eux qui ont l'argent. Voilà, donc c'est voilà, des techniques qui sont certaines fois très utiles pour pouvoir, en tout cas, faire baisser la pression. Et du coup, peut-être comment toi tu accompagnes, parce que j'imagine dans tes équipes, tu as à la fois des femmes et des hommes. Voilà, comment tu les coaches et tu les accompagnes à faire face à ces négos quand même dans un univers qui n'est pas très bienveillant? Tout à fait. Alors, du coup, évidemment, il y a les formations. Et du coup, ADN a une excellente formation de négociation pour cela. Donc, c'est important d'avoir des équipes expertes qui soient formées. Et puis après, en termes d'attitude, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, moi, je les encourage toujours à ne jamais accepter des remarques personnelles, de l'agressivité et les autorise à vraiment fermer leur cahier et à partir du rendez-vous si la discussion a pris des proportions qui ne sont pas acceptables. Ok. Et alors, est-ce que les négos, elles sont essentiellement externes ou il y a aussi des enjeux politiques internes? Comment ça se passe? Que voilà, tu as un poste élevé aujourd'hui. Est-ce que tu as des négos internes qui sont aussi complexes ou comment tu décrirais les rapports? Alors, en fait, il se trouve que la négociation française, qui était déjà très concentrée, il y a une partie des distributeurs qui ont eu l'excellente idée de s'allier en termes de négociation avec d'autres pays. C'est le cas, par exemple, de Leclerc qui s'est allié avec Rewe en Allemagne pour former une centrale d'achat qui s'appelle Eurelec. Et du coup, la négociation maintenant de Leclerc, elle se passe à Bruxelles, en Belgique, avec du coup les équipes allemandes, mais aussi autrichiennes, par exemple. Donc, en effet, la préparation de cette négociation-là, elle n'est pas juste interne, elle est interne, elle n'est pas juste locale, mais elle est multi-pays.
Donc, il y a un enjeu d'alignement entre pays qui est évidemment très important et qui prend le pas certaines fois même sur la préparation externe. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple d'aligner les stratégies entre pays puisque les enjeux financiers, du coup, sont encore plus importants en termes de PNL et de pouvoir aussi être d'accord sur la façon de voir les choses. Ça nous fait passer pas mal de temps en réunion ensemble. Okay. Donc, beaucoup de préparation et puis donc un contexte qui évolue en permanence avec des enjeux internationaux et donc une adaptation des méthodes, hein, c'est ça? Exactement. Donc, la préparation, c'est clé, mais aussi l'agilité de pouvoir passer d'un plan A à un plan B, de les avoir préparés et de les adapter avec agilité. C'est vraiment ça qui est la clé. Okay. Je voudrais rebondir sur 2 questions qui sont sur le chat. Est-ce qu'il y a des négos est-ce que vous les conduisez en équipe? Comment tu vois, est-ce que ça peut se faire en tandem et comment se traduit le soutien des supérieurs hiérarchiques en cas de conflit avec un partenaire? Alors, on négocie toujours en équipe. Et d'ailleurs, on prépare toujours la négociation en équipe. Donc, l'important, c'est d'avoir en préambule, évidemment, dans la vision commerciale, la stratégie commerciale définit des mandats pour chaque négociation et que chaque équipe, donc ce n'est pas seulement on appelle ça les key account managers, donc les négociateurs, mais il y a aussi du coup d'autres métiers dans l'entreprise, par exemple des catégories managers, donc c'est les personnes qui vendent les plans d'affaires, les innovations, les plans merchandising. Donc ils se réunissent ensemble et ils écrivent leur stratégie de négociation. Et cette stratégie de négociation-là, elle est partagée au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, mais pas seulement au niveau local, mais aussi partagée avec l'Europe. Et parfois, du coup, on présente plusieurs scénarios possibles avec typiquement différents types de scénarios, mais on paye pour avoir, par exemple, de la part de marché, on limite l'investissement, quitte à perdre un petit peu d'assortiment. Voilà, et du coup, c'est l'Europe qui positionne le scénario et le mandat associé. Et une fois que ça s'est positionné, tout le monde est très clair sur l'attitude et les marges de manœuvre. Et en fait, c'est comme ça qu'on est très fort face à la grande distribution. Et après, Aude, de ce que tu nous décris, c'est voilà, tout ça est très préparé, professionnel, rationnel. On a aussi une question qui nous dit, voilà, mais comment on fait si on est face à des gens soit qui vous coupent la parole ou des gens qui ont un comportement complètement irrespectueux, comme ce que tu évoquais. Comment on fait pour mener la négo à bout dans un environnement hostile? Ah bah, écoutez, l'essentiel, c'est de recentrer toujours sur l'objet de la négociation, l'enjeu commun et notre objectif commun de trouver un accord. On est là, en tant que partenaires commerciaux, pour trouver un accord et du coup, c'est assez facile de recentrer la discussion sur notre objectif commun quand ça dérive. Et ça dérive très régulièrement. Donc, en fait, je pense que l'habitude et l'expérience fait qu'on sait mener ces entretiens-là. En revanche, quand ça part sur des attaques personnelles ou des choses qui ne sont pas acceptables, là, vraiment, j'autorise encore une fois les équipes à arrêter la discussion. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Okay. Merci. Et puis, alors peut-être, comment est-ce qu'on transpose ça quand on parle de négociation de carrière ou de salaire quand on est une femme? Puisque voilà, dans les précédents webinaires, on a souvent des expertes qui font des négociations très complexes comme les tiennes. Et après, quand on parle de négociation pour soi, voilà, c'est toujours un autre registre. Donc, est-ce que tu peux nous donner à toi tes expériences, tes succès, échecs ou peut-être tes recettes sur la négociation de carrière et de salaire en ce qui te concerne? Alors, moi, j'ai toujours su utiliser cette compétence clé en mettant pour mes négos personnels à fort enjeu en place les règles des bonnes négociations réussies. C'est-à-dire toujours être très bien préparé, analyser le contexte, les rapports de force, faire en sorte de parler aux bons interlocuteurs ou utiliser par exemple un réseau interne pour pouvoir influencer. Et du coup, je peux vous partager des exemples parce que j'ai eu des réussites, mais j'ai aussi des échecs sur ce type de négociation, réussite à chaque fois. Mais j'ai un exemple en tête qui est un succès et qui concernait une de mes promotions en tant que manager d'équipe de négociation, justement. Du coup, là, j'étais dans le bureau du DRH avec le directeur commercial de l'époque et on m'a fait une proposition que je n'ai pas jugée correcte dans le contexte parce qu'en fait, l'évolution, la hausse proposée, en fait, elle était inférieure à la hausse pratiquée pour ce type de promotion dans l'entreprise.
Du coup, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai montré ma déception avec un peu d'émotionnel et j'ai rappelé mon parcours et surtout mes résultats. Et ensuite, j'ai refusé de façon extrêmement polie de signer l'avenant. Et en fait, ils l'ont déchiré, l'avenant, et la semaine suivante, ils m'ont fait une nouvelle proposition qui correspondait à ma demande. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, ils m'avaient calibré sur un autre membre de l'équipe commerciale qui était en poste depuis plusieurs années et qu'ils ne voulaient juste pas créer d'écart. Et là, du coup, c'était rigolo parce qu'en fait, j'étais mal calibrée à cause d'un homme qui n'avait pas mon expérience. Et du coup, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Et du coup, ça présuppose que tu avais quand même connaissance vraiment des pratiques et que tu étais hyper bien renseignée. En tant que manager dans les entreprises, on connaît les pratiques, les usages, et donc c'est en effet plus facile. En revanche, j'ai une expérience sur laquelle j'ai échoué de la même sur un autre exemple, où j'ai mis en place cette même stratégie, mais j'avais atteint du coup le niveau maximum des grilles de l'entreprise. Et quand on atteint le niveau de grille max, il n'y a plus de négo possible. Et du coup, là, j'ai arrêté de négocier le niveau de salaire, mais j'ai plutôt du coup négocié de la formation. Donc, j'ai obtenu de la formation et c'est une autre façon d'obtenir des avantages qui ne sont pas de la rémunération, mais qui sont importants pour une carrière. Ok, merci parce que je pense que tu fais partie des rares professionnels de la négo qui arrivent à s'appliquer des techniques de négociation commerciale à la propre négo de carrière. Donc, je trouve que c'est intéressant, mais je vais peut-être laisser aussi la parole à Sylvia pour essayer peut-être de tirer quelques messages de ton témoignage, Aude. Oui, merci Aurélie. Merci Aude. Plein de choses intéressantes évidemment dans ce que nous raconte Aude, donc je ne sais même pas quoi dire tellement il y en a à vous raconter, mais je vais peut-être parler des pouvoirs en négociation, parce que Aude, dans son premier exemple, nous dit qu'effectivement, elle avait du mal peut-être avec ce qu'on appelle le pouvoir personnel, c'est-à-dire l'école qu'elle avait faite, ou peut-être ce qu'on attendait d'elle, ce que ses parents attendaient d'elle, et que peut-être ça l'a un peu freinée au début. Surtout que certains l'avaient utilisé comme tel en la rabaissant, en disant « Ah ben tiens, il y a une commerciale terrain qui est là alors qu'on est au siège », et alors que ce n'était plus son rôle. Ça fait poser cette question des pouvoirs qu'on a en négociation et ce qui vous donne du pouvoir dans une négo. Alors, généralement, il y a le pouvoir institutionnel. C'est par exemple le parcours que je peux avoir ou l'entreprise que je représente, le titre que j'ai. Ça joue beaucoup. Hein. Il y a des entreprises où vous avez des titres qui vous dévalorisent parce que vous êtes responsable national, réseau, quelque chose. Alors, en fait, vous êtes directeur commercial, donc ou directrice, évidemment. Donc, le titre dit quelque chose. Il y a le pouvoir qu'on appelle situationnel, c'est-à-dire toute la situation de négo, notamment dans ce que nous dit Aude sur sa négociation de salaire. Elle a dû évaluer avant si elle était en position de force ou pas. Parce que, évidemment, si je ne suis pas en position de force et que je dis ça, je ne le signe pas, on va me répondre très bien, on a quelqu'un d'autre sur le poste. Donc, évidemment, je dois identifier quel est mon rapport de force dans cette négociation qui va me donner ce pouvoir situationnel. Le plus important, c'est le pouvoir relationnel, c'est-à-dire la relation que je vais créer. Aude nous dit qu'un des facteurs clés de succès, c'est de savoir si je parle à la bonne personne dans cette négociation. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le décideur ou la décideuse en face de moi ou est-ce que finalement, je suis en train de parler à quelqu'un qui parlera à quelqu'un qui parlera à quelqu'un. Donc, c'est identifier le plus haut possible que vous pouvez cibler. Et le dernier pouvoir, et non des moindres, c'est notre pouvoir personnel. C'est-à-dire, homme-femme, l'âge que j'ai, est-ce que je suis trop jeune, est-ce que je suis trop vieille pour parler de ça et malheureusement, après plein d'autres critères, votre couleur de peau, votre taille aussi, est-ce que vous êtes grande, est-ce que vous êtes petite, qu'est-ce que ça dit de vous? Ça, c'est votre pouvoir personnel. Et en fait, il faut avoir conscience que ce pouvoir, il est très aléatoire selon qui vous avez en face de vous. D'accord? Selon certaines personnes, être une femme, c'est un non-événement absolu. D'autres, c'est une force. D'autres vont vous dire, oh là là, c'est un handicap dans les négociations. Donc, chacun a sa perception de ça. Il faut en être conscient de ce que vous projetez comme pouvoir. Et la leçon que nous dit Aude, et notamment en citant son manager qui osait se balader pieds nus dans les couloirs, ce qui était une offense, tout le monde se dit, mais comment elle peut faire ça? Eh bien, elle ose. Elle a conscience de son pouvoir personnel. Elle a conscience que parfois, en la voyant débarquer comme ça, tu vas te dire, ah, mon Dieu, mais cette femme-là, elle n'est pas à la hauteur d'eux. Et finalement, quand elle parle, tu te dis, ah si, elle est à la hauteur d'eux. Et donc, c'est d'accepter que notre pouvoir personnel, parfois, puisse être un problème pour l'autre et d'assumer que c'est un problème pour l'autre et pas pour vous. Et donc, si pour vous, vous pensez qu'être une femme dans ce rôle de négociatrice, c'est un problème, tant pis pour vous. Mais pour moi, ce ne sera pas un problème et vous ne me transférerez pas votre problème. Et donc,
il faut avoir conscience de ces 4 pouvoirs qui, bien sûr, ce n'est pas vous qui les avez, c'est votre interlocuteur qui vous les octroie. Est-ce que je suis impressionné par la boîte que vous avez, par votre titre, par la situation de négo, par votre pouvoir personnel? Et c'est vraiment important de pouvoir jouer sur chacun d'entre eux, en être conscient. Et pour se donner de la confiance, Aude a raison de dire qu'elle va puiser de la confiance parfois sur des rôles modèles, parfois sur ses expériences pro pour justement nourrir ses négociations à titre perso. Trouvez ce qui vous fait du bien pour nourrir votre confiance et pour, à un moment donné, ce mot qu'on aime beaucoup chez ADN Women, oser votre pouvoir personnel et oser rentrer en négociation, même si vous n'êtes pas très à l'aise sur votre confiance. Sylvia, si tu me permets, je voudrais juste dire sur les 4 pouvoirs, parce qu'on a beaucoup parlé du début, Aude a partagé avec nous aussi son début de carrière. Et je pense que ce qui se passe en début de carrière a beaucoup d'impact justement sur la façon dont on évalue nos pouvoirs, et en particulier notre pouvoir personnel. Parce que ce qui va se passer dans les premiers emplois ou dans les premiers stages, c'est quand même très structurant pour la façon dont on se voit. En tout cas, moi, j'ai souvent observé ça, et en particulier pour les femmes. Et donc, du coup, ce que je voudrais dire, c'est qu'une des façons aussi de se soutenir les unes les autres, je pense, c'est aussi d'être des rôles modèles pour les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Voilà, je trouve ça super important. Et encore une fois, je pense que ça permet vraiment de prendre conscience, parce que comme tu disais, Sylvia, les pouvoirs, ils nous sont aussi donnés par quelqu'un d'autre. En tout cas, l'autorisation nous est donnée par quelqu'un d'autre. Et voilà, donc soyons des rôles modèles les unes pour les autres, à tous les âges, mais en particulier, je pense, quand on démarre, en tout cas, sa carrière. Et je rebondis sur ce que tu dis, Karine, parce que tu as vraiment raison là-dessus. Des fois, sur les pouvoirs qu'on a, c'est l'avis de quelqu'un d'extérieur qui nous fait tellement de bien. Parce que une négociation récemment que j'ai accompagnée, la personne me dit, voilà, je dois négocier mes tarifs avec une grosse boîte. Sylvia, ils vont me massacrer. Et je vais dire, mais attends, on va rentrer dans l'analyse de ton rapport de force. Il me dit, non, non, mais c'est simple, Sylvia. En face de moi, j'ai une boîte qui pèse des milliards d'euros. Moi, je pèse 100 millions. En face de moi, j'ai des équipes d'acheteurs qui sont rodées à toutes les techniques de négo. Moi, je suis un autodidacte. Je vais me faire massacrer. OK, on est rentré dans l'analyse de qu'est-ce qu'il proposait comme produit. Il avait juste oublié qu'il était en monopole. D'accord? Donc, pour lui, son rapport de force, c'était la taille du groupe et c'est le niveau d'études. Il avait juste oublié qu'il était en monopole. Et donc, évidemment, on a fait cette négociation. Il a passé une hausse de ses tarifs. Il était juste tout seul. Mais vous voyez, l'usage fait qu'on a des réflexes, des comportements réflexes qui nous sont donnés, tu as raison, Karine, par les premières images qu'on a eues de nous, les premières expériences, ce que pensent nos familles aussi. Des fois, c'est encore présent. Avec les femmes, on a un petit peu le syndrome aussi de la bonne élève. Donc, on a tout ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir un rapport de force qui est déséquilibré. Et donc, ça fait beaucoup de bien de le partager avec quelqu'un de l'extérieur qui va vous dire, mais tu n'as pas juste oublié que tu étais en monopole. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est très important de prendre ce rôle-là pour aider les femmes de notre entourage et les hommes aussi à prendre conscience parfois de leur rapport de force. Bon, super. Merci beaucoup à Aude et à Sylvia pour ces premières leçons sur les 4 pouvoirs. Et peut-être on va écouter maintenant le témoignage de Losine et je vais laisser peut-être Karine échanger et poser les premières questions. Ah, on ne t'entend plus, Karine. Karine, tu es coupée, pardon. Micro, Karine, voilà. Je suis coupée. Après 1 an et demi de Zoom, je continue à ne pas savoir utiliser la fonction mute. Donc, oui, je disais, on reviendra avec Aude à la fin, évidemment, du webinaire pour les Q&A, parce qu'il y avait encore quelques questions. Donc, Losine, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir rejoints. Alors là, on va passer à la finance. Drôle d'environnement, la finance aussi pour négocier. Et on passe aussi à ta carrière et à ton identité très internationale. Tu es titulaire de 4 nationalités, c'est bien ça, et tu maîtrises 5 langues. Alors, tu as la gentillesse de faire en français ce soir pour nous. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton parcours? Oui, bien sûr. Vous me pardonnerez les fautes en français. Je fais de mon mieux. Mon parcours professionnel a commencé, j'étais très, très jeune. J'ai commencé à travailler à 13 ans. Oui, c'est jeune, mais je travaillais à mi-temps pour aider mes parents qui financièrement n'avaient pas énormément de moyens. Donc, j'ai toujours travaillé à mi-temps. Mon premier job, plutôt, c'était 24 heures par semaine en même temps que mes études. C'était en finance aux Pays-Bas, à Rotterdam. C'était en 2001, donc ça date.
Et puis, j'ai passé on and off 15 ans en finance de marché, en salle de marché. Et puis, les 3 dernières années de ma carrière à la bourse de Paris, qui était une collaboration avec la bourse d'Amsterdam. Donc, je partageais mon temps entre Paris et Amsterdam. Alors, qu'est-ce que c'est la négociation dans le monde de la finance? Est-ce que c'est effectivement aussi dur qu'on le pense? Et surtout, est-ce que tu peux nous partager peut-être des exemples de négo dont tu es fière et puis d'autres dont tu es peut-être un petit peu moins fière? Oui, donc en finance, les négociations que moi, je menais, c'était plutôt des négociations commerciales, donc pour vendre des produits ou des services, pour acheter des produits ou des services. J'étais aussi impliquée dans tout ce qui est M&A, Mergers and Acquisitions, FUSAC en français. Et puis des IPO, donc l'entrée en bourse des entreprises. C'était ce genre de négociation, donc plutôt financière et commerciale, que moi j'ai mené pendant 15 ans. Et puis à la fin, c'était aussi un rôle stratégique pour les équipes plus jeunes à l'époque que moi. Une négociation dont je suis fière. J'ai mené une négociation que moi j'ai portée en tant que valeur parce que c'était un projet très très large et le but c'était de protéger les investisseurs privés, donc les gens comme toi et moi, qui investissaient avec leur propre argent, souvent l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant des années et des années. Et c'était un projet où mon rôle était l'objectif, c'était qu'ils investissent dans un environnement réglementé par le régulateur des marchés financiers et pas sur un marché où finalement il n'y avait pas de réglementation. Donc, j'avais l'impression que j'étais en train de protéger monsieur tout le monde dans ce monde de brut où on peut être amené à traiter contre les banques d'investisseurs, les traders qui ont des machines incroyables et donc, c'est pas fair de traiter face à ce type de contrepartie. Donc ça, c'est une négociation où je suis assez fière. Et puis dans cette négociation, il y a eu des choses où je me dis, bon, ça, c'était peut-être pas fantastique ce qui s'est passé là au sein de la même négociation. Mais finalement, le résultat était très bien. Et c'est une Alors, parle-nous des pouvoirs, justement, sur les pouvoirs situationnels. Comment tu as vécu ça, justement, dans cette négociation? Quel était ton pouvoir situationnel ou institutionnel ou relationnel? Pouvoir situationnel, c'était surtout la langue parce que c'était surtout aux Pays-Bas. Une grande partie de la négociation était aux Pays-Bas. Je suis néerlandaise d'origine, donc je parlais la langue, je connaissais la culture. Donc, par rapport à mes collègues masculins français, j'avais cet avantage qui était très important dans cette négociation. Et donc, c'était moi la lead qui prenait la lead sur cette négociation par mon pouvoir situationnel, en l'occurrence la langue. Mais ce qui s'est passé, et je vais raconter parce que c'est tellement drôle, à l'époque, ça ne me faisait pas rigoler du tout, c'était que moi, je suis plutôt petite, 1m58, donc je ne suis pas la négociatrice la plus grande. Et j'étais en train de négocier un projet, donc c'était déjà en jeu. Et puis au bout d'un moment, il y a un membre de contrepartie qui change. Et c'est un homme néerlandais qui arrive, et lui, il est extrêmement grand, 2 mètres, quelque chose comme ça. Et puis, on se rencontre pour la première fois et il me dit, tu n'es pas trop petite pour négocier ça? Et là, petite, donc c'était ma taille physique qui mettait sur la table. Et c'est là où, je ne vous le cache pas, moi j'avais envie de dire quelque chose qu'on n'était pas trop con pour négocier cela. Mais bon, c'est là où je savais bien que j'allais mettre en jeu toute la négociation. Mais je vous le dis, c'est ce que je pensais honnêtement. Mais c'est là où il faut réfléchir très vite et il fallait être conscient de son propre ego, ses émotions, tout ça. Et en même temps, trouver une façon de sortir de cette situation parce qu'il y avait d'autres personnes dans cette salle qui avaient entendu ce qu'il avait dit. Et donc, pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise ou briser son ego, etc. Une des pires choses qu'on puisse faire, c'est vraiment faire perdre la face à quelqu'un. Et je suis plutôt fière de ce qui s'est passé parce que c'était tellement rapide que ce n'était pas vraiment réfléchi. Mais ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu penses que quelle serait la taille minimum pour pouvoir négocier quelque chose comme ça? Mais avec un ton un peu rigolo. Donc, je ne l'ai pas fait perdre la face. Je n'ai pas non plus fait un silence horrible pour que, voilà. Et très vite, je lui ai dit, écoute, je suis impliquée dans cette négociation depuis le début. Si je peux te montrer tout le progrès qu'on a déjà fait, est-ce qu'on peut continuer? Et là, il s'est rendu compte que c'était quand même assez stupide ce qu'il a dit et puis on a pu avancer.
Donc, l'humour, une fois encore, comme Aude, hein, l'humour qui permet de faire des pirouettes et de sortir des situations. Lorsque nous avons préparé l'usine, tu as eu la gentillesse aussi de partager avec nous une dimension plus personnelle de ta vie. Et tu nous disais, la négociation peut sauver des vies. Alors, on le sait dans les situations d'extorsion et de rançon, mais est-ce que tu peux nous dire où tu en es justement de ces situations de négociation et en quoi elles ont une tonalité particulière aujourd'hui pour toi? Oui, donc c'est une histoire que je ne partage pas dans toutes les formations, mais je suis OK de le partager avec vous ici. En fait, après 15 ans de finance, j'ai décidé de changer de parcours professionnel. J'ai quitté, j'ai fait une formation en coaching, tout ce qui était développement personnel, j'adore ça. Et puis, j'ai décidé de lancer ma propre mini-entreprise. Et je pensais vraiment être au top de ma carrière parce que je faisais enfin ce que je voulais, j'allais transmettre ce que j'avais appris, etc., etc. Et je lance mon auto-entreprise à Paris en février 2017. Et en mars 2017, on a la mauvaise nouvelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon fils. Mon fils, à l'époque, il n'avait que 5 ans. Et on me dit, il a une maladie, on ne sait pas laquelle, mais il y a scénario A, B et C. Et scénario C, le pire, c'est une myopathie qui s'appelle Duchenne. Donc, c'est une maladie qui fait que les patients ils perdent leurs muscles petit à petit. Il n'y a pas de traitement et tous les patients meurent de cette maladie-là. L'espérance de vie est assez courte, environ 20-25 ans. Et là, je me rappelle, je commence une négociation avec la vie, avec moi-même, avec Dieu. Je ne sais pas qui était la contrepartie, c'était une contrepartie invisible. Et puis, je mets tout sur la table. Je dis, s'il te plaît, pas Duchenne, s'il te plaît, pas cette maladie-là. S'il y a une maladie, donne-la à moi. Je me rappelle même, je faisais des signes pour dire, en fait, si ce n'est pas Duchenne, je promets que je vais travailler pour un ONG de ton choix le reste de ma vie. Mais je le sentais vraiment comme si j'étais en train de négocier, sauf que ma contrepartie ne répondait pas avec des mots en tout cas. Et c'est là où je me suis rendu compte que la négociation, finalement, on le fait en permanence à l'intérieur de nous-mêmes aussi. On négocie avec soi-même, on négocie avec Dieu, si on croit en Dieu, on négocie avec la vie, on négocie avec des circonstances. C'est en permanence, mais on ne se rend pas compte, sauf parfois quand on veut une réponse et qu'on ne l'entend pas forcément avec des mots émotés. Yes. Et oui, mais le fait de connaître les notions de négociation et d'avoir eu la chance d'avoir été formée par ADN dans ma carrière quelques années avant, m'a fait prendre conscience du pouvoir que je n'avais pas dans cette négociation-là. Parce que voilà, c'était la vie qui allait me donner cette réponse et pas ce que je voulais moi. Et de dire, OK, je n'ai pas de contrôle sur cette partie-là, alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me reste comme pouvoir? Qu'est-ce qui me reste comme contrôle? Qu'est-ce qui me reste comme choix? Et c'est là où, 3 mois plus tard, après toutes les analyses et tous les examens, on a appris que, en effet, malheureusement, c'est bien Duchenne. Mon fils a la myopathie de Duchenne. Il n'y a toujours pas de traitement. Et le jour du diagnostic, j'ai décidé, avec mon mari bien évidemment, de partir à Dubaï. Donc, on est parti de Paris à Dubaï pour lui donner la meilleure vie possible. On y est toujours. Je vous parle de Dubaï. J'adore la vie ici. Tout va très, très bien. Et voilà, tournure de vie. Et bien évidemment, depuis, je négocie en permanence avec les médecins, avec le corps médical, avec ma famille, avec mon mari, avec lui, avec tout le monde, pour prendre des décisions parfois très difficiles au cours de cette vie et de cette maladie. Tu négocies en étant très impliquée émotionnellement. Est-ce que pour autant, tu appliques les mêmes techniques? En fait, la première technique qu'on apprend aux clients, c'est quand ils sont impliqués émotionnellement, de sortir de la table de négociation, de ne pas faire partie de l'équipe de négociation. En entreprise, c'est relativement facile. Quand on a la possibilité de choisir qui on met, quand il y a une grande équipe, on met cette personne en avant. Là, en l'occurrence, c'est mon fils. Je suis et émotionnellement impliquée et décideur. Donc, c'est double ce qu'il ne faut pas faire. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. C'est moi la négociatrice de la famille. Mon mari, il n'aime pas négocier. Donc, c'est à moi de le faire. Et en même temps, c'est à moi de décider. Et en même temps, je ne peux pas arrêter la partie émotionnelle. Je ne peux pas dire, bon, là, je mets ma casquette négociatrice et puis j'oublie qu'il s'agit de mon fils. C'est juste pas comme ça, on ne marche pas comme ça.
Et donc, il faut faire face. Et la première chose, c'est de s'en rendre compte. Je sais qu'en étant impliquée émotionnellement, je sais qu'en étant décideuse de cette situation, j'ai des blind spots. Il y a des choses que je ne vois plus et il y a des choses que je vais peut-être réagir plus vite que si je n'étais pas impliquée émotionnellement. Et cette prise de conscience aide à en faire face et du coup dire, OK, je vais être émotionnellement impliquée, comment je peux me protéger de ça? Et parfois, ça m'est arrivé de faire appel à un de mes camarades en négociation, surtout dans la partie préparation, pour dire j'ai ça à négocier, c'est très important, j'ai tout préparé. Est-ce que tu peux juste jeter un œil en tant que personne extérieure et me dire est-ce que j'ai rien oublié, est-ce que c'est bien ça et on y va. Donc voilà, la prise de conscience est de dire encore une fois A, B, C, je contrôle pas, qu'est-ce que je contrôle? Et on y va à fond sur la partie où on peut contrôler, où on peut aviser, où on peut impacter et faire un changement. Ouais, encore une fois, le regard extérieur pour comprendre là où on peut avoir du contrôle. Et avant de donner la parole à Sylvia, justement, quelle est la part, tu parlais beaucoup tu as pris beaucoup de décisions. Moi, ce qui me frappe dans ton parcours, bon, évidemment, c'est le courage, mais c'est aussi la capacité à continuer justement à prendre les choses en main et à décider pour toi et pour ta famille. Et est-ce que ça se fait comment? Ça se fait par à-coup? Est-ce que c'est très rationnel comme démarche? Est-ce que c'est très intuitif? Quand j'étais en finance, la femme que j'étais avant cette maladie, j'étais extrêmement rationnelle. Je travaillais et je réfléchissais en Excel. Même quand il y avait des décisions à prendre, c'était pour et contre dans Excel et on faisait le total. Et c'est comme ça qu'on prenait des décisions. Cette maladie, l'amour pour mon fils et tout ce que je traverse encore, m'a appris qu'il y a toute une autre dimension qui s'appelle l'intuition, qui s'appelle le cœur, qui s'appelle le courage et qu'il y a d'autres façons de faire que juste la liste Excel. Et je fais appel à des coachs depuis une dizaine d'années. Je trouve ça fantastique, non seulement pour avoir un mentor qui aide et donne des conseils, mais aussi un coach qui va nous obliger à aller profondément au fond de nous-mêmes pour trouver des réponses et des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et puis, au bout d'un moment, je lui parle d'une décision encore une fois importante à prendre concernant les médicaments qu'on allait donner à mon fils ou pas, parce que les effets secondaires étaient juste horribles, mais en même temps, si on n'allait pas donner l'accélération de cette maladie pourrait se faire plus vite. Donc, c'était une décision hyper difficile à prendre. Et puis, je lui parle et je dis, mais si je fais ça, il y aura ça. Si je fais ça, il y aura ça. Je ne me pardonnerai jamais s'il se passe ça. Et elle m'a dit quelque chose qui est incroyablement vrai et que j'utilise beaucoup dans mes décisions, mais aussi quand j'aide mes propres clients. C'est parfois, on n'a pas forcément peur de la décision qu'on va prendre et des conséquences de cette décision, mais de comment on va se traiter soi-même quand on fait le mauvais choix. Ce blame qu'on va avoir, les choses négatives qu'on va se dire, c'est ça qu'on craint. Ce n'est pas forcément la mauvaise décision, mais c'est comment on va aller s'auto-défoncer en fait. Donc, elle a dit, si tu peux tout de suite aller à ça et travailler sur tout ce qui est pardon de soi, l'amour de soi, l'empathie vers soi-même, c'est là où tu oseras prendre plus vite des décisions importantes parce que tu dis si jamais l'avenir montre que c'était la mauvaise décision, parce que ça, on sait toujours dans l'avenir, hein, c'est jamais dans le moment même, sinon ce serait facile. C'est des décisions importantes et parfois vitales à prendre et on saura plus tard si c'était la bonne ou la mauvaise. Mais il faut avancer, il faut prendre une décision basée sur les informations qu'on a aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait une sacrée négociation de paix avec moi-même. Où il y a eu une sacrée dose de pardon, de laisser aller, de laisser tomber, de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et j'ai commencé une nouvelle relation avec moi-même pour dire, alors ma cocotte, tu vas prendre beaucoup de décisions importantes, tu vas faire des erreurs, ça c'est garanti. Et maintenant, il va savoir faire ce qui est le mieux pour ton fils, mais aussi ce qui est le mieux pour toi et savoir se pardonner quand l'avenir montre que tu as fait des mauvais choix. Et ça me donne plutôt une tranquillité d'esprit pour dire, bon, de toute façon, il faut avancer, je vais faire des erreurs, c'est vrai, comme tout le monde, mais on avance. Parce que ne pas décider est parfois pire que faire le mauvais choix. Merci, moi j'aime beaucoup ta perspective. Pardon, ouais, non, vraiment génial, la paix avec soi. Je voulais juste dire un mot aussi pour dire, bon, bien sûr que c'est un témoignage extrêmement atypique et très bouleversant et que ce qui est assez impressionnant et qu'on voit aussi dans le chat, c'est comment toi, Luzine, tu as réussi à
en t'appuyant sur tes expériences, ton parcours, voilà, te trouver des ressources par des techniques, des outils et qui font que là, tu me donnes une image voilà, d'une femme très forte. Et tu avais partagé aussi avec nous que tu avais quand même fait le choix de continuer une activité, et c'est ce que tu expliques ce soir, hein, tu fais du coaching, tu fais de la formation. Ça, c'est pas évident et on t'a pas, voilà, tout le monde n'a pas compris ce choix. Est-ce que tu peux nous dire aussi les décisions que tu as prises pour ta carrière dans ce contexte personnel voilà, exceptionnellement dramatique et difficile? J'avais déjà quitté la finance avant le diagnostic. Donc ça, c'était vraiment pas à cause de mon fils que j'ai quitté la finance. Ça, c'était déjà décidé. Mais quand j'ai lancé ma boîte et que j'avais même pas mon premier client et qu'il y a eu tout ça, bien évidemment, j'ai dû refaire le choix pour dire, bon, j'arrête de travailler pour m'occuper de cet enfant malade. Et au début, moi, j'ai juste pensé à, on va à Dubaï. Ça, c'était mon premier objectif pour dire, parce que j'ai demandé au neurologue, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et après avoir dit rien, j'ai dit, non, mais ça, c'est pas acceptable. Il y a bien quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui lui fera du bien? Et il m'a dit 3 choses, le soleil, la natation et la kiné. Je dis kiné, tu peux voir n'importe où. Soleil et natation, Dubaï. On part à Dubaï. Je m'en fous. Il y a la plage, il y a les piscines, on va aller à Dubaï. Donc, les 3 premiers mois après diagnostic, je faisais ça. Et mon objectif, c'était de dire, je vais aller à Dubaï, je vais donner la meilleure école possible, la meilleure maison possible, le meilleur tout ce que je peux financièrement. Et après, on verra bien ma carrière. Mais je ne pensais pas travailler la première année. Sauf que, active comme je suis et tout le temps de partout, j'ai rencontré une délégation de mon école de commerce à Dubaï qui m'ont invité pour prendre un verre. On a pris un verre et puis l'organisateur me demande, mais toi, tu fais quoi? Je dis, je fais du coaching. Il dit, ah, ça tombe bien, j'ai besoin d'un coach et je veux absolument que ça soit française parce que je m'exprime mieux en français. Et je dis, écoute, tu es encore dans les cartons et des valises et tout. Je dis, écoute, donne-moi le temps de m'installer déjà et après, on verra. Et je ne pouvais pas commander à quelqu'un d'autre non plus parce que je ne connaissais personne à Dubaï. Et donc, il me dit, OK, pas grave, je t'attends. Et donc, un mois plus tard, il m'envoie, alors, c'est bon, tu es installé? Et j'avais tellement envie de coacher, j'avais tellement envie de travailler. Je dis, ouais, c'est bon. Et là, comme une folle, j'ai fait les papiers, les contrats, les machins, etc. Et sauf que j'avais mon premier client. En plus, c'était un homme très exigeant, il parlait très, très vite. Donc, c'était tout de suite dans le dur. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et ça me donnait tellement d'énergie. Après 6 mois de juste penser quel est le meilleur hôpital, le meilleur médecin, et ceci et cela, ça m'a donné tellement d'énergie que j'ai dit, mais je ne peux pas travailler. J'ai toujours travaillé. Comme je vous disais, j'ai commencé à 13 ans. Et aujourd'hui, je travaille parce que je l'aime, parce que j'aime travailler et parce que le travail, pour moi, c'est ma pause. C'est ma pause où il y a moins de stress que la vie de tous les jours et il y a moins de décisions importantes que la vie de tous les jours. Et quand je travaille, je respire et ça me donne de la force pour affronter ce qu'il y a dans la vie personnelle. Donc oui, et tous les jours, je me dis, est-ce que je fais le bon choix? Parce que bien évidemment, en travaillant, je passe moins de temps avec mon fils. C'est un choix difficile à prendre tous les jours, mais ça me donne tellement d'énergie de travailler que je dis, moi, je pense que personnellement, je suis une meilleure maman parce que je travaille et donc je continue de travailler. Et l'autre jour, c'était ma fille qui me disait, j'avais encore raté le coucher du soir et elle me dit, mais maman, pourquoi tu travailles, toi? Et comme réflexe, je voulais dire, pour gagner de l'argent, pour payer pour tout. Et là, j'étais, oh, stop. Et j'ai répondu, parce que j'aime ça. Toi, tu aimes aller à l'école, n'est-ce pas? Oui, moi, j'aime travailler. Et je suis super contente de cette prise de conscience, de ne pas avoir sorti la réponse classique, d'avoir dit, parce que j'aime ça. Et toi, plus tard, tu vas travailler aussi, si tu veux et si tu aimes. Voilà. Bravo. Donc, les rôles modèles, les mères rôles modèles. Donc, je pense qu'effectivement, pour ta fille, c'est un cadeau aussi de parler d'ambition et de… Encore une fois, l'avenir le montrera. Hein. Si jamais le destin de mon fils était qu'il meure la semaine prochaine, je vais peut-être regretter ce choix. Et là, il va faire de nouveau une négociation avec moi-même. Mais voilà, et puis il y a beaucoup de femmes qui me jugent dans ce monde parce qu'elles ne travaillent pas et puis elles s'occupent de leurs enfants. Et puis, très bien si c'est ça qu'elles veulent, mais moi, j'ai besoin de travailler. Et donc, je travaille. Bravo, Louzine, et merci d'avoir partagé cette expérience, cette vie, une partie de ta vie. Sylvia, la scène est à toi. Oui, merci beaucoup, Louzine. C'est vrai que je pense qu'on a bien fait de faire ce choix-là et que tu aies pu partager ça parce que ça parle à beaucoup de gens, je pense, sur des choix de maman qu'on fait parfois, sur la maladie qui nous tombe dessus. Voilà,
c'est très émouvant pour moi de commenter ça. Ça change un peu des négociations de salaire, évidemment. Et en plus, je m'adresse à une négociatrice professionnelle comme moi, Losine. Il y a plein de notions, évidemment, qui sont extrêmement importantes dans ce que nous partage Losine, notamment d'accepter le non négociable. C'est-à-dire que c'est la limite de la persévérance. Il faut tenter, on y croit, il faut aller jusqu'au bout. Puis à un moment donné, il faut se dire, OK, mais ça, il faut que je l'accepte. Et donc, c'est ce courage dont on fait preuve, Losine, pour se dire, voilà, maintenant, ça, je ne peux plus discuter, la maladie, elle est tombée. Maintenant, comment je continue la négo, comment je cherche d'autres solutions. Et ça, je pense que ça peut se transposer dans plein de situations. D'un moment donné, se dire, voilà, c'est la limite de ma persévérance, là, il faut que j'accepte ça. Et du coup, qu'est-ce que je peux négocier d'autre? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Donc ça, je trouve que c'est très important ce qu'elle nous dit là. Elle nous parle de ces biais. Le biais émotionnel est un énorme biais, évidemment. Et c'est pourquoi on est très mauvais pour négocier avec nos enfants. C'est parce qu'on a de l'amour pour eux. C'est souvent sur les gens avec qui on aime qu'on négocie le moins bien. Parce qu'évidemment, ils nous font pitié. Ils nous font toucher une corde sensible. On se dit, ah, quand même, les pauvres, etc. Et évidemment, si j'ai quelqu'un dans la rue qui vient me voir et qui me dit, s'il te plaît, je peux jouer avec ton téléphone, s'il te plaît, je peux jouer avec ton téléphone, s'il te plaît, je peux jouer. Au bout d'un moment, je vais lui tourner une baffe, mais jamais je lui prête mon téléphone. Et quand cette personne-là, c'est mon fils de 12 ans avec ses petits yeux bleus et qui me dit ça avec un petit sourire en coin, mais il y a un moment, je lui passe mon téléphone. Pourquoi? Je négocie très, très mal parce que, évidemment, j'ai ce biais-là émotionnel. C'est ce que nous dit Losine. Et ça nous emmène vers avoir conscience de ces biais. Et notamment, on l'a déjà dit plein de fois, mais pour bien préparer, pour bien conduire une négociation, il faut la préparer. D'accord? Ça, on l'a dit des millions de fois. Ouais, mais il y a des fois, tu n'as pas le choix. Et par exemple, ça m'arrive souvent qu'une copine me dise, Sylvia, tu peux m'aider parce que je dois négocier mon salaire. Je dis, bien sûr, c'est quand ta négo? Dans 3 minutes. OK, donc là, elle ne prépare, on laisse tomber. Donc maintenant, c'est l'intuition. D'accord? Et là, je vais devoir faire confiance à mon intuition parce que le briefing qu'elle va me faire va tenir en 1 minute. J'ai ensuite 1 minute pour lui dire ce que je ferai à sa place et on a 1 minute de questions avant son rendez-vous. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, il faut lâcher certaines choses, avoir conscience des biais. Le biais, ça peut être le manque de préparation. Donc, peut-être que je vais faire des erreurs dans ce que je fais, sauf que je n'ai pas le choix. C'est ce que nous dit Losine. Idéalement, la personne qui négocie, ce n'est pas celle qui décide, ce n'est pas celle qui a le lien émotionnel, ouais, mais sauf que là, elle n'a pas le choix. Donc, il faut juste être conscience de ses biais. C'est ce qu'elle fait en allant demander des avis externes. Et la dernière notion de cette expérience avec son fils qui est merveilleuse à partager, encore une fois, merci beaucoup Losine, c'est le non négociable. Parce que tu dis, il y a 3 choses qui feront du bien à mon fils. C'est la kiné, c'est le soleil et la natation. Ouais, mais il y a aussi le fait que tu le nourrisses d'espoir, de joie de vivre, de gaieté, etc. Et pour faire ça, il faut aussi que tu sois dans d'autres situations comme ta vie professionnelle qui te nourrit pour faire ça. Les mamans, on le sait bien, la première nourriture d'un enfant, c'est l'amour de ses parents. Et donc, ça marche si toi, tu peux donner de l'amour, donc si toi, ça va. Et ça pose cette question du non négociable, des choses qu'on se met. Je pense que parmi le webinaire, il y a plein de mamans, alors qui ont vécu des situations plus ou moins graves, et même avoir un 3e enfant, vous avez plein de gens qui vous disent, ou même vos parents, vos mamans qui vous disent, non mais tu ne vas pas continuer à bosser avec 3 enfants. Ben si, parce que ça fait partie des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, et effectivement, je bosse aussi dans une voie qui me fait plaisir. Et donc, c'est d'assumer, on reboucle un peu avec ce que nous disait Aude tout à l'heure, mais assumer qu'il y ait des choses, c'est comme ça, pour que je tienne mon rôle de maman dans cette période si difficile et que je sois là pour aider les autres, ben, il faut aussi que je puisse me nourrir, et ça, c'est pas négociable. Et ça, je vais l'assumer. Oui, vous aurez une mauvaise image de moi, mais ça, c'est votre problème à vous. C'est pas le mien. Moi, j'ai fait la paix avec mon image. C'est pas mon problème. Et donc ça, je trouve que c'est des notions qui sont hyper intéressantes. Et pour reboucler, je remonte maintenant à l'expérience numéro 1 de Losine, qui est un peu plus légère, parce qu'évidemment, tu es trop petite, Losine, pour négocier. Tu sais que c'est 1,64 m minimum, hein, évidemment. Donc, c'est une notion qu'elle soulève qui est extrêmement importante en négociation, c'est l'ego. Franchement, on pourrait faire 123 webinars sur l'ego. L'ego, c'est tellement important en négociation. Et donc, effectivement, quand je suis face à quelqu'un, si je lui fais perdre la face, généralement, il va prendre une position souvent délétère pour la négo, c'est-à-dire il va arrêter de négocier, il va se braquer, et après, j'en ai pour 6 mois. Et donc, elle arrive avec de l'humour à essayer de montrer à quel point, évidemment, le point de l'autre est totalement dérisoire. Mais c'est important de savoir les limites de ça. Et je reboucle sur le non négociable. Et Aude nous en a parlé quand vous avez des insultes qui pleuvent. Alors, quand c'est vague, genre, oui, mais dans votre boîte, on ne comprend jamais rien. Bon, c'est vague. Quand on vous dit, Madame Bravard, vous êtes profondément débile. Là, ce n'est pas vague. Ça commence à être très précis.
Et donc, c'est de se dire à ce moment-là, oui, je vais faire attention à l'ego de l'autre, mais il y a un moment donné, là, on n'est plus dans le négociable. Ça, c'est non. C'est une limite. Et vraiment, Aude nous l'a dit, et je vous le redis, je vous encourage à la mettre très vite, cette limite. Parce qu'une fois qu'on tolère ça, eh bien, on est en train de glisser tout doucement. Et à quel moment après on réagit? Et si on réagit trop tard, eh bien, évidemment, l'autre en face ne comprendra pas ou réagira de manière violente. Mais je peux vous dire que c'est des choses qui arrivent très souvent. J'ai un client qui me dit que voilà, ça fait maintenant 5 ans que son client l'appelle Monsieur Connard. D'accord? Donc ça, c'est violent. Et ça ne peut pas durer 5 ans parce que du coup, est-ce qu'au bout de 5 ans, la personne en face va changer? Non, c'est fini. L'usage est établi. Et vous voulez plus Monsieur Connard, mais vous appelle Monsieur Enfoiré. Donc voilà. Et du coup, ça fait partie des choses non négociables où oui, il y a des choses qu'on peut retourner avec de l'humour, ce qu'a fait très bien Lousine, sans abîmer l'ego de l'autre. Et après, il y a ça suffit. Là, vous avez justement, Sylvia, comment tu fais face à ce type pour arrêter quand c'est non négociable pour toi, comment tu l'exprimes et comment tu mets fin à ce type de comportement parce que là, tu n'as pas envie de faire de l'humour. Non, j'ai pas envie de faire de l'humour. Alors, ça dépend de mon rapport de force, malheureusement. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est un manager demain qui s'adresse comme ça à moi, je vais être très violente, voire le menacer. D'accord, par rapport au RH, etc. Maintenant, si c'est mon plus gros client, que les moyens de rétorsion que j'ai envers lui ne sont pas les mêmes, c'est là qu'on est dans la zone de grille, en fait. Et comment je réagis face à ça? Donc, des choses pour le faire, des astuces, ça peut être déjà de ne pas cibler brut la personne, mais dire, je pense que il faut que nos entreprises se parlent de manière cordiale, ou en tout cas respectueuse. Donc, je ne dis pas que tu as besoin d'être respectueux, je vais parler des entreprises. Je vais dire, je pense qu'il est bien que les esprits se calment. D'accord? Donc, j'ai des phrases un peu globales, mais je suis très ferme en disant, en tout cas, moi, je suis venue ici pour négocier. Alors, je peux tout à fait entendre que les propositions que je vous fasse ne vous conviennent pas, que vous attendiez autre chose de ma part. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Par contre, je n'accepterai pas que vous m'insultiez. Donc, je préfère vous le dire maintenant. Maintenant, si ça venait à se reproduire, je mettrai un terme à cette discussion et je prendrai les mesures nécessaires. Mais voilà, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je pense vraiment qu'on peut revenir à une relation qui est cordiale. En fait, je viens de vous fermer une porte, je vous en ouvre une autre. Je pense qu'on peut y arriver. Et donc, voilà, je pense qu'on va faire les efforts nécessaires aujourd'hui pour se parler de manière tout à fait correcte. D'accord? Je viens de vous fermer une porte, voire en vous menaçant. Et puis, je vous en ouvre une autre pour que vous ne perdiez pas la face et que vous encouragez à revenir dans quelque chose d'acceptable. C'est peut-être là où l'équipe peut avoir un sens aussi, le fait de négocier en équipe pour reformer le cadre. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. C'est un rôle terrible de le fermer. Je vais laisser la parole à Aurélie et je remercie au nom de toute l'équipe, vraiment un immense merci. Lousine, Aude, Sylvia, Julie. Et Aurélie, quels sont les next steps? Alors, peut-être, et je rajoute encore un mot de remerciement aussi pour tous les participants et participantes qui nous ont suivis. On a essayé de répondre à quelques questions au fil de l'eau et j'espère que vous partagez des clés. Merci aussi beaucoup à Sylvia. Peut-être en termes de prochaines étapes, on voulait déjà vous communiquer la date de notre prochain webinaire. Avec 2 nouvelles invitées avec des parcours très, très différents, des histoires complémentaires. Donc, ce sera le jeudi 8 juillet à 18h également. Donc, vous aurez aussi les informations, comme d'habitude, par LinkedIn et notre groupe ADN Woman. Donc, le 8 juillet à 18h. Et donc là, 2 profils très différents. Donc, Fanny Auvergne-Beneteau, qui est directrice de la communication à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est une ancienne DIRCOM dans un ministère. Et on aura Florence Guillaume, qui est une commandante de gendarmerie et qui est aujourd'hui également, qui travaille aussi dans un ministère. Donc, 2 profils qui ont aussi évolué dans des environnements un peu différents de ceux qu'on a eu l'habitude de couvrir, à la fois politique et bien sûr la gendarmerie. Donc, le 8 juillet à 18h, vous êtes les bienvenus, parlez-en à vos réseaux et on sera ravis de pouvoir écouter ces 2 nouvelles invitées. D'ici là, connectez-vous sur LinkedIn, ADN Women et podcast Les Négociatrices. Merci beaucoup à tous, à toutes. À vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur LinkedIn. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bientôt. Au revoir.